Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, et là encore j'ai remis un peu en italique les questions qu'Ariella avait évoquées, à laquelle je vais essayer de répondre à chaque fois, c'est effectivement est-ce qu'on peut participer d'une manière ou d'une autre à des décisions urbanistiques, à des stratégies urbaines. Moi évidemment j'en suis persuadé, mais je pense que c'est important qu'on partage ça. On a eu la chance de travailler sur la couronne, ce qu'on appelle la couronne parisienne, c'est-à-dire ce territoire qui est compris entre les barrières des fermiers généraux et la limite communale. C'était une compétition pour un schéma directeur d'aménagement lumière qu'on a remporté, et on avait travaillé à cette époque-là sur cette question des continuités entre Paris et banlieue, qui nous semblait, nous, essentielle en tant qu'usagers ou citadins, citoyens. Moi, je suis moi-même un banlieusard, et j'ai toujours trouvé incongru cette difficulté à rentrer dans Paris de nuit en tant que piéton, en tant qu'automobiliste, c'est pas non plus très gai dans beaucoup d'endroits, et notamment dans la partie nord, mais en tant que piéton, c'est carrément... bienvenue en terre inconnue, quoi. Quand vous essayez, je le mets au passé parce qu'on a beaucoup œuvré pour changer ça, mais quand on essayait de traverser la porte de la Chapelle ou la porte Pouchet à 1h du matin à pied, je vous assure que c'est une expérience qu'il faut faire. Il faut la faire accompagner, mais il faut la faire. Et j'ai toujours pensé qu'on pouvait, pour tous les gens qui font ça très régulièrement, qui habitent Saint-Denis, qui habitent Aubervilliers, qui habitent Pantin, qui habitent Montreuil, ou qui habitent le sud, même si le sud est un peu moins pénalisé, parce que moi j'étais longtemps à Montrouge et à Issy-les-Moulineaux, et c'était beaucoup moins pénalisant. Il y a des choses à faire. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être transformer déjà cette transition, ce passage entre Paris et la banlieue, dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire aussi bien inviter à aller en banlieue que d'accueillir quand on arrive à Paris. On voulait pouvoir le faire sans forcément créer des choses, en s'appuyant sur des choses existantes. Et surtout, on voulait traiter cette question qui est extrêmement pénalisante, qui est celle des grands ouvrages d'art. Donc, on a des ouvrages successifs, la Petite Ceinture, le périphérique, qui est très souvent en viaduc dans les parties les plus dures, où effectivement, passer sous ces ouvrages est, comme je l'ai dit, une vraie aventure. Et donc, on a très tôt essayé de convaincre, et on a eu beaucoup de mal à convaincre et les élus et même la direction de l'urbanisme, je ne sais pas pourquoi, mais ça ferait peut-être partie des questions qu'il faut se poser, qu'on pouvait véritablement intervenir avec la lumière sur ces questions de transition Paris-banlieue. Alors, dans le cadre de ce schéma directeur, on a rencontré toutes les communes, on a eu énormément de réunions, on a rencontré tous les maîtres d'œuvre qui travaillaient sur ces territoires. Tout le monde était assez partant, et finalement, on nous a dit il n'y a pas de budget, on ne fera pas ce type de choses, ce n'est pas des priorités. Alors, comme on est têtu et qu'on a aussi eu la chance de gagner un bout du tramway de Paris, qui est celui situé entre Porte des Lilas et Porte de la Chapelle, ben on s'est dit que puisque personne ne nous demandait rien, qu'il n'y avait pas de programme, puisqu'il n'y avait pas de programme sur la lumière, des fois on est assez chanceux de ne pas avoir de programme en termes stratégiques, j'entends. On a des programmes sur le niveau d'éclairement, le choix des mobiliers, la deuxième trappe de visite pour la télégestion, sur la platine, sur du candélabre, sur la manière dont le candélabre ne doit pas être un mélange d'aluminium et d'acier pour pas qu'il y ait des problèmes de corrolyse. Tout un tas de choses assez étonnantes, mais on ne nous dit jamais, voilà, stratégiquement, à quoi pourrait servir l'éclairage du tramway des Maréchaux. Et donc là, nous, du coup, on se fait nos propres programmes. Comme on avait fait le schéma directeur, c'était assez facile. On a appliqué le schéma directeur, c'est la carte que vous voyez là. Et comme on avait un budget éclairage, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, avec Rachel et Robert et Pénard, on s'est dit, ben, nous, on va faire ce qu'on a toujours voulu faire, on va mettre en œuvre ces transitions Paris-banlieue, on va créer ces verticales lumineuses, on va sécuriser ces passages sous ouvrage, on va illuminer ces dessous d'ouvrage dans notre propre budget. Et puis, si on vient nous dire quelque chose, on expliquera. On n'est jamais rien venu nous le dire. On a livré ce tramway donc, fin 2012. On a pu réaliser tout ce qui était prévu dans le schéma directeur. Étonnamment, on n'a jamais rencontré les élus sur ces questions. Donc aujourd'hui, ils l'ont découvert. Ils ont dû penser que c'était une initiative de la mission tramway. Mais tant mieux, parce que nous, on est ravis de l'avoir réalisé. On a quand même illuminé presque une quinzaine d'ouvrages. On a travaillé sur ces cheminements piétons sous les ouvrages. On a créé ce système de colonnes lumineuses qui fonctionne relativement bien en signalétique, qui permet de passer de Paris à la banlieue, qui malheureusement aujourd'hui s'arrête à la limite communale parisienne, puisque nous ne travaillons pas sur les territoires des banlieues dans le cadre du tramway parisien. Et on a effectivement essayé de totalement métamorphoser ces traversées, qui mènent soit aux stations de tramway, soit qui permettent de rentrer chez soi et de changer de mode, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand on est proche des stations de tramway, on peut aller
sur des stations vélo, ou sur des stations de métro, ou sur des stations de bus. Ça a été un vrai plaisir de réaliser ça parce qu'on s'est rendu compte que d'une part les gens adhéraient beaucoup à cette idée-là, les piétons, chaque fois qu'on réglait, parce qu'on passait beaucoup de temps à régler les projecteurs de nuit et les piétons venaient nous dire « Ah c'est super, c'est vraiment bien, c'était tellement glauque avant, etc. » Donc finalement on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Et y compris le long du canal où c'était sordide le long de ce canal, donc là on est sous le périphérique, juste à côté de la Villette. On a réussi là aussi à faire à peu près ce qu'on a voulu. Alors au début on nous a dit mais il y a une charte, mais c'est une charte de jour, le mobilier doit respecter la couleur, la peinture du mobilier doit respecter la couleur de la charte des canaux. On a dit pas de problème, on mettra la couleur que vous voulez. Donc on n'est pas dans la couleur chocolat parisienne, on est dans la couleur des canaux, mais personne ne nous disait rien sur comment l'éclairage peut finalement apporter véritablement une transformation de ces connexions et de ce paysage. Et je pense que c'est une question importante qu'on pourra évoquer ce soir sur cette question de la stratégie et donc de l'urbanisme nocturne. Alors, une autre question qu'on essaye d'aborder à Paris, c'est celle effectivement comme dans beaucoup de communes, de la limitation de la dépense énergétique. Donc je vais en parler sur deux sujets. Un sujet qui est celui de l'éclairage des espaces publics et notamment d'un parc, et l'autre qui est celui de l'éclairage des équipements municipaux qui viendraient remplacer petit à petit les illuminations parisiennes en termes d'illumination patrimoniale, et j'expliquerai pourquoi. Alors, on a travaillé sur la ZAC Clichy-Batignolles avec François Greter et Jacqueline Hosty. On a eu la chance d'être intégrés au concours dès le départ, qui était un concours avec une complexité de situation que tout le monde a, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à ces questions ont connu, la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2012, une grande friche ferroviaire, une question importante d'aménagement d'écoquartiers qui était pour Paris un des premiers modèles avec la ZAC Pujol. On a eu une chance là en termes de contraintes, c'est que cette question du site olympique nous imposait une autonomie énergétique totale sur les premiers aménagements pour être le plus exemplaire possible par rapport à la candidature olympique. Et donc on a conçu la totalité de cet éclairage de parc, puisque c'est du parc dont je vais vous parler, on l'a conçu avec cette question de la plus faible possible dépense énergétique, et c'était un des moyens d'entrer dans le projet. Avec quand même une situation assez particulière à Paris qu'on retrouve dans beaucoup de villes de France, qui est que les parcs parisiens sont fermés la nuit, mais on a obligation à les éclairer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat pourquoi on a obligation à les éclairer. Il y a beaucoup d'explications. Il y a l'explication de la sécurité, l'explication policière qui dit que... Alors, les policiers disent si ce n'est pas éclairé, on ne voit pas à l'intérieur. Et puis des fois, ils nous disent mais si ce n'est pas éclairé, il y aura beaucoup plus de gens qui viendront s'y installer la nuit et on ne pourra pas aller les déloger parce qu'on n'y verra pas clair. Donc souvent, on éclaire les parcs pour des raisons de sécurité. Et puis, petit à petit, les élus ont commencé à se poser la question d'ouvrir ces parcs à certaines périodes de l'année, et donc nous ont demandé si on pouvait créer des éclairages qui pourraient être mis en service à des occasions exceptionnelles, voir s'il y avait un changement total de politique sur l'ouverture des parcs. Donc on a obligation à éclairer ces parcs. La question en général, elle est l'éclairage de la totalité du parc, pour les mêmes raisons, parce que si on laisse un coin dans l'ombre, on nous dit, bah évidemment, c'est là que vont venir s'installer les jeunes, souvent les jeunes, vont venir s'installer les jeunes, et donc on ne pourra pas les voir de loin, il faudra rentrer pour les faire sortir, et donc on ne peut pas rentrer avec des lampes torches. Donc on est dans des situations assez compliquées, assez ubuesques. Donc nous, on a dit, on va préserver une très grande part d'obscurité. Donc ça a été l'objet de, je ne sais plus combien, 14 ou 15 réunions. On nous a dit c'est pas possible, vous êtes fous furieux. On a dit mais on va juste marquer les grandes allées qui mènent de quelque part à quelque part. Parce que dans un parc, toutes les allées ne sont pas calées sur la trame urbaine. Il y en a beaucoup, heureusement, et c'est tout le travail du paysagiste et de l'architecte, mais certaines ne sont pas forcément des lieux de transition. Donc on a décidé d'éclairer certains cheminements. On a décidé d'éclairer ces cheminements avec des éclairages différenciés pour pouvoir baisser les niveaux lumineux selon les périodes de la nuit. On a décidé de ne surtout pas illuminer le parc et le paysage. On a juste créé des minuscules petits tableaux nocturnes parce qu'on a la chance d'avoir tout un tas de fronts bâtis tout autour et que ça permet donc de découvrir le parc en surface horizontale. D'ailleurs, la photo qui est là, et je remercie l'internaute qui me l'avait envoyée, c'est un des habitants de l'immeuble d'où est pris la photo et qui m'a envoyé ça à mon adresse email pour me féliciter en disant voilà ce que je vois tous les soirs, je vous en remercie. Et donc, je vous fais cadeau de la photo. C'est quand même sympathique. Donc on a véritablement travaillé sur la question des éclairages de circulation. On a eu la chance de ne pas être obligé à avoir une uniformité parce que ces chemins ne sont pas utilisés la nuit. Donc on a pu aussi se faire plaisir par rapport à la composition nocturne.
On a éclairé des espaces qui sont des espaces potentiellement ouvrables la nuit, comme les parcs de skate, ou des espaces qui pourraient permettre des petites scénettes ou des petits événements nocturnes. Et puis on a souligné la ceinture ferroviaire qui faisait partie de notre schéma directeur d'aménagement lumière. Donc c'est comme je l'ai expliqué sur les portes, on a pu appliquer notre propre schéma directeur, qui avait été approuvé, ce schéma directeur, par la direction de la voirie, mais qu'on ne nous a jamais demandé de mettre en musique. Donc là, on l'a également expérimenté avec des systèmes autonomes, photovoltaïques, des très faibles consommations, de manière à visualiser et révéler cette petite ceinture qui traverse le parc depuis des visions lointaines. Donc on est arrivé à 0,2 watts par mètre carré, je ne sais pas si ça vous parle, mais comparé avec... alors, si je parle de mon ami et confrère Laurent Fachard, qui a fait le Jardin des Vents juste à côté, dans le 19e arrondissement, qui fait la même surface, il est à 36 kW alors qu'on est à 9 kW, donc il est à 4 fois plus. Alors, ce n'est pas une question qui se pose, à vrai dire. Nous, on milite depuis très longtemps pour qu'on ait des ratios d'éclairage. Alors, il y en a dans les bâtiments, on connaît tous les RT 2012 et autres, avec les 15 watts par mètre carré dans les bureaux, etc. Mais sur l'espace public, aujourd'hui, il n'y a pas de ratio. C'est quelque chose qu'il faudrait instituer pour... Bon, on doit être proche de 25-30 watts par mètre carré. Dans un espace public, pas forcément parc. Dans un parc, je pense que 0,2 watts, c'est vraiment exemplaire. Très souvent, on est à 4 fois, 5 fois plus si on éclaire le parc tel qu'on le fait, c'est-à-dire uniquement sur les surfaces éclairées. Évidemment, je ne parle pas des pelouses, etc. Donc, on a réussi effectivement un ratio extrêmement performant. Comme vous le voyez, on a utilisé des systèmes qui nous permettaient d'obtenir ce ratio. Et surtout, on a pu différencier. Et on est dans un coût de travaux extrêmement faible, puisqu'on est à 3% du montant total des travaux du parc. Donc, le fait aussi d'aborder le projet d'éclairage avec ces contraintes dès le départ nous permet aussi de ne pas surenchérir sur le budget lié à l'éclairage. C'est sûr que si on éclaire en totalité, qu'on met en scène tout le paysage, on est dans des choses très conséquentes. Alors, pour continuer à avancer donc, sur cette question parisienne, il y a aussi la question des illuminations parisiennes. On a pu travailler dans le cadre du groupement EVESA, puisqu'on est membre de ce groupement qui est donc en charge du marché de rénovation et d'exploitation de l'éclairage public et des illuminations parisiennes, dans le cadre du plan climat de la ville de Paris, donc ce qu'on appelle le Paris Performance énergétique. Et donc on a fait une radiographie de toutes les illuminations actuelles, pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que c'est aujourd'hui Paris la nuit en termes d'illumination patrimoniale, donc un accroissement certain, un développement de ces illuminations. Aujourd'hui, on en est à 341, avec une concentration très importante dans le centre historique, évidemment, et puis pratiquement rien dans les quartiers périphériques. Une différenciation très nette, donc géographique, mais aussi typologique. On a 49 églises illuminées à Paris. Je défie quiconque de savoir lesquelles sont illuminées, parce que personne ne les regarde plus. On a une surreprésentation de ces églises dans le 7e arrondissement, alors que c'est là qu'il y a une surreprésentation des personnes de plus de 80 ans. J'y ai été très souvent de nuit. Il n'y a pas beaucoup de monde à 8h30, 9h dans le 7e arrondissement qui se promène dehors. Voilà, donc c'est vrai que cette question des usages, pour moi, une question essentielle, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de traiter autrement cette question de la mise en valeur du patrimoine ou des bâtiments par rapport aux gens qui en profitent ou qui n'en profitent pas. Et surtout, est-ce qu'on ne pourrait pas dépenser autrement cet argent, puisque une illumination importante, comme celle de Notre-Dame de Paris qu'on a réalisée, c'est 2,5 millions d'euros, donc c'est un budget extrêmement conséquent. Donc nous, on a proposé de modifier ce décor nocturne. On a proposé d'éteindre, crime de lèse-majesté, 64 illuminations. Les services de la voirie nous ont dit que c'était hors de question d'éteindre 64 illuminations. Donc on a dit on les laisserait peut-être mourir de leur belle mort, parce que beaucoup sont en état végétatif. Une illumination, ça ne dure pas 50 ans, 60 ans. Certaines, comme vous l'avez vu, ont été créées dans les années 60. On a surtout proposé de réfléchir à comment mieux consommer l'énergie et moins la consommer. On a aujourd'hui les ponts qui consomment presque les 2/3 de cette puissance, donc presque 2 gigawattheures uniquement pour les ponts et les grands monuments parisiens, ce qui est colossal. Je vous rappelle que ça fait des coûts importants. Et on a surtout essayé de se dire qu'est-ce qu'on était obligé d'avoir toutes ces illuminations toute ou partie de la nuit. On a des illuminations qui fonctionnent toute la nuit parce qu'elles ont été simplement branchées sur le réseau éclairage public
et on a des illuminations qui s'arrêtent dans le régime illumination à minuit en semaine et 1h du matin. Et donc, on allume au coucher du soleil et on éteint. Et ça veut dire beaucoup d'heures, c'est-à-dire très souvent 2000 heures, 2100 heures de consommation énergétique. Donc, dans le cadre de ce plan climat, on a proposé de modifier totalement cette approche. Et on a pu, grâce à cette étude extrêmement intéressante de la PUR qui avait été faite sous maîtrise d'ouvrage Ville de Paris RATP, essayer de mieux comprendre cette géographie de la nuit, comment les personnes se déplacent, vivent, occupent l'espace nocturne. Et finalement, ce qui nous intéressait, nous, c'est de dire est-ce qu'on ne garderait pas des illuminations ou est-ce qu'on ne créerait pas des illuminations là où sont les gens, plutôt que d'avoir des illuminations là où il n'y a personne à certaines heures. Donc on a proposé ce qu'on a appelé ce périmètre de zone nocturne active, qui s'appuie à la fois sur le Paris historique, le Paris touristique, mais qui s'appuie aussi et surtout sur des lieux de vie et des lieux où il se passe quelque chose. Et on a proposé de modifier totalement les régimes d'extinction de manière à avoir des régimes différenciés, ce qui a soulevé d'énormes débats avec les services, parce qu'on nous a dit c'est pas comme ça qu'on pratique d'habitude, il faut changer les capteurs, il faut changer tout un tas de systèmes. Mais on est à cette étude en général, donc on a proposé de travailler sur les équipements de proximité, c'est-à-dire de faire basculer ce qu'on a appelé la ville muséale en ville de proximité, de laisser tomber les monuments dont plus personne ne regarde aujourd'hui la nuit, en tout cas dans Paris, tout le temps, et de se focaliser sur les équipements de proximité, les crèches, écoles maternelles, collèges, parce qu'à Paris, les collèges sont sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris, bibliothèques, médiathèques, équipements sportifs, gymnases, piscines, avec des horaires différenciés. Donc on est en train de travailler sur 2 réalisations qui sont expérimentales. La première dans le 13e sur le collège Thomas Mann. Les travaux ont déjà commencé. On a évidemment travaillé aussi avec l'accord de l'architecte, parce qu'on est dans une image et une approche, je dirais, très iconoclaste. On n'est pas là pour mettre en scène le bâtiment, on n'est pas là pour essayer de coller à l'illumination patrimoniale, on est là vraiment pour totalement changer le regard sur ces bâtiments. Et on a la même démarche sur une autre petite école dans le 20e, donc on a 2 expérimentations en cours, où là aussi on est en train d'essayer de montrer qu'avec ces éclairages, donc là ces éclairages fonctionneront de la tombée de la nuit en hiver jusqu'à 20h s'il y a activité périscolaire, et puis s'allumeront le matin de 5h30 ou 6h du matin jusqu'au lever du soleil. Alors ça nous permet effectivement de consommer beaucoup moins parce qu'on est déjà sur des systèmes d'illumination beaucoup moins consommateurs. Ça nous permet surtout d'avoir un nombre d'heures de consommation extrêmement faible et comme on le voit en comparaison, de baisser par un facteur quasiment 16, si je compte bien, entre 500 kWh et 8 MWh. Donc quelque chose de très très important. Alors je voulais vous présenter 2-3 autres choses. La première, c'est celle effectivement de la dimension, je dirais presque mégalopolitaine. On a eu la chance de travailler à São Paulo, donc une ville très très grande dimension, avec un système d'éclairage public. Donc vous voyez là, on est à un point lumineux pour 18 habitants. Si vous vous rappelez qu'on était à un point lumineux pour 8,9 à Rennes, on est déjà à São Paulo à un point lumineux pour 18 habitants. Ça veut dire qu'il y a forcément un déséquilibre de l'éclairage, parce que la partie centrale est la plus éclairée, avec beaucoup de points lumineux, et que donc il y a énormément de zones urbaines, périurbaines, où il n'y a quasiment pas d'éclairage, et donc il y a véritablement une discrimination par le manque d'éclairage. Et donc cette question de l'obscurité ne se pose pas de la même manière quand on est à São Paulo ou dans d'autres villes qu'elle peut se poser à Rennes ou à Paris ou à Lille. Néanmoins, ils ont quand même un nombre de points lumineux très très important, une consommation électrique absolument colossale, qui leur coûte pas très cher parce qu'ils ont la chance d'avoir une électricité qui n'est pas très chère, mais ils ont des problèmes importants de rénovation de l'éclairage public. Ils doivent changer entre 35 000 et 40 000 points lumineux par an. Personne ne sait où il faut commencer, comment aborder cette question du changement des points lumineux, de cette rénovation. Les services éclairage sont absolument désappointés sur ces questions-là. 35 000 à 40 000, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. Ça veut dire qu'il faut tous les ans refaire Bordeaux en éclairage public, quoi. Vous imaginez un petit peu le casse-tête. Et donc, du coup, cette question du schéma directeur était importante. Alors, on leur avait montré qu'en comparaison, ils n'étaient pas si mal lotis. Il y a des villes qui ont encore plus de soucis qu'eux, qui ont un nombre de points lumineux encore plus faible par habitant. Bamako, c'est peut-être le record, un point lumineux pour 145 habitants. Donc 145 habitants se partagent un point d'éclairage public. C'est pour vous donner une idée. Quand vous comparez ce que vous avez en bas de chez vous, dans votre rue, vous voyez bien la question que ça pose.
La question énergétique est évidemment fondamentale. Nous, il nous semblait qu'il y avait une question encore plus importante à São Paulo. Donc on a fait un schéma directeur, on a traité tout un tas de thèmes, y compris éclairage public, ambiance lumineuse, ambiance de quartier, de proximité, j'y reviendrai pas. Je voulais surtout vous parler de comment on a essayé de révéler le paysage de cette ville. Alors, une ville qui a une croissance absolument démentielle et démesurée, telle que vous le voyez là. Voilà. Vous avez l'échelle en bas à droite. Quelque chose d'impensable, hein, parfois, pour les villes que nous avons dans nos contrées. Et effectivement, quand on arrive à São Paulo, on est un peu surpris de ce gigantisme. On a une ville qui s'est construite sur des fleuves qui ont été rectifiés. C'est la première fois que j'entendais parler de rectification des fleuves. Donc vous voyez sur l'image comment on rectifie un fleuve. Voilà, ici, vous avez le fleuve tel qu'il est prévu rectifié et le fleuve tel qu'il était initialement. Et donc tel qu'il est aujourd'hui, effectivement, il a été totalement rectifié et il a été en plus inversé. Le cours du fleuve a été inversé parce qu'il coulait dans le mauvais sens et c'était pas du tout pratique à la fois pour la question de l'approvisionnement en eau, mais à la fois aussi pour tout un tas d'autres raisons. Et donc le cours a été inversé, il court dans le sens contraire de ce qu'il était initialement. Alors, c'est vrai que ça peut prêter à sourire, mais on a eu finalement sur toutes ces décennies une perte totale de conscience du paysage au sens large, du site urbain, de son hydrographie, de sa topographie. On a construit des avenues dans toutes les vallées existantes, on a comblé, comme on l'a fait dans nos villes aussi, on a comblé toutes les rivières, tous les affluents, et on a construit les voiries dessus parce que c'était des terrains qui n'étaient pas commercialisables. On a bâti de plus en plus haut, de plus en plus serré. Voilà déjà dans les années 50, vous imaginez, quand je pense qu'on a un débat sur les tours à Paris. Dans les années 50, on était déjà à construire des tours. Il y a près de 2000 tours aujourd'hui dans le centre-ville de São Paulo. Nous, pour la deuxième tour, on a discuté pendant presque 5 ans à Paris, donc je pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre. On a une ville extrêmement dense. Bon, je ne vais pas énormément parler de la ville diurne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ville nocturne. Il faut aller à près de 35 km pour retrouver une conscience du paysage, une conscience de l'environnement. Le territoire a été tellement urbanisé, comme vous l'avez vu, qu'il n'y a plus de conscience ni de sa topographie, ni encore moins de sa géographie, et notamment de sa géographie liée aux rivières. Toutes les fleuves ont été soit, comme je l'ai dit, occupés par la voiture, soit longés par la voiture. Et puis donc, on a des éclairages extrêmement différenciés, très très denses en centre-ville et extrêmement moins denses en partie hors centre-ville. Alors la question de la périphérie, ce n'est pas une vraie question au Brésil parce que le centre-ville lui-même fait beaucoup plus de superficie que Paris. Avec une présence des infrastructures extrêmement prégnantes, des éclairages qui sont très fonctionnels, beaucoup de sodium, une mise en scène des infrastructures, ce qui est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on continue à finalement magnifier les infrastructures au lieu de s'intéresser à ce paysage. Et donc, nous, on a proposé que la lumière puisse servir à révéler ce paysage nocturne, de redécouvrir cette géographie des fleuves et des rivières et d'essayer de réconcilier un petit peu les citadins-citoyens avec ces fleuves et ces rivières. Alors on l'a proposé par une mise en scène, par un travail sur la couleur, sur le paysage nocturne. On a proposé de se réapproprier ces lieux tout de suite au lieu de les laisser dans leur état actuel, de les transformer par la lumière pour que les gens redécouvrent ces grands fleuves qui ne sont pas du tout aujourd'hui appropriés par les gens, qui sont totalement déserts à la nuit tombée, il n'y a d'ailleurs aucun éclairage. On a proposé de mettre en scène les infrastructures et de les mettre en écho et en dialogue avec les fleuves et les rivières. Et donc à l'échelle du centre-ville, là ce que vous avez, le zoom qui est là, c'est le centre-ville qui fait presque la taille de la ville de Paris, donc ça vous donne un peu une idée de l'échelle de la ville de São Paulo. On a proposé de mettre en scène ce qu'on a appelé les rivières fantômes. Donc, il n'y a plus aucune rivière visible sur le centre historique de très grande dimension, alors qu'il y avait un réseau hydrographique, comme vous le voyez sur l'image, extrêmement important. Et donc on a proposé de le révéler par une mise en scène, de rappeler ce que pourrait être cette rivière qui circulait sur ces grandes dalles piétonnes et de venir redonner un peu une conscience de ce rapport à la géographie, à l'environnement. On a eu la même attitude sur la topographie et sur les grandes avenues au fond d'anciennes vallées, et donc aussi sur le travail sur l'ensemble des traversées, ouvrages d'art, superstructures.
de manière là aussi à magnifier le paysage actuel, magnifier par la couleur ce qu'était le réseau hydrographique, et venir transformer notamment le grand axe nord-sud qui fait 12 km de long, qui est embouteillé perpétuellement. Il faut en général 3 à 4 heures pour traverser les 12 km. Venir le magnifier par la lumière, le transformer par la lumière et lui donner une dimension totalement autre. Donc c'était un élément très fort pour nous de ce schéma directeur de São Paulo. On espère bien pouvoir arriver à imaginer des réalisations. Il y a eu un changement de maire, comme vous le savez sûrement. On a fini l'étude au moment de la fin du mandat du maire précédent, et il y a eu un changement de maire qui passait du parti d'opposition au maire précédent, et donc on est un petit peu en attente de développement de cette étude. Alors j'en terminerai par 2 projets. Un sur la question d'échelle. Donc un des choses très importantes de notre travail sur la lumière, les ambiances et les usages, c'est les rapports d'échelle. C'est-à-dire comment on peut traiter un paysage de très très grande dimension, ce front de mer fait 1 km de long, tout en conservant une appropriation de proximité au niveau des piétons, au niveau de l'espace d'accueil, de ce qu'on peut leur offrir pour qu'ils puissent s'arrêter et profiter aussi bien de l'espace que de la vue. Donc on a réussi sur cet aménagement à baisser les niveaux lumineux parce qu'on est passé en zone 30, on a pu changer le focus de la voirie qui était avant éclairée extrêmement fortement à 35 lux, on est passé à 10 lux, et on a plutôt rééclairé les grands espaces piétonniers, les grandes dalles piétonnes, et aussi en partie la plage pour donner à comprendre ce paysage. On a beaucoup travaillé sur les rythmes et les séquences avec tout un tas de petits salons nocturnes, de petits aménagements paysagers qui permettent d'apprécier le paysage et d'apprécier l'infini du côté de la mer. On a monté les mâts. Alors des fois on se demande pourquoi on met des mâts de grande hauteur. On a des mâts de 14,50 m, parce que ça nous libère la perspective, c'est-à-dire que tout le front de mer, les bâtiments, le regard passe sous les mâts, donc on n'a aucun point lumineux qui est là présent et qui viendrait perturber le regard. Et donc on arrive ainsi à marquer toute la courbe magnifique de cette plage, et on peut aussi créer des ambiances très précises avec des petits focus, des petits accents, des petits changements de tonalité de lumière, parfois des petites couleurs ambrées. On a traité tous les salons avec l'architecte et la paysagiste pour en faire des petits salons nocturnes où les gens se rapproprient avec grand plaisir. Et on est arrivé comme ça à une composition effectivement qui pour nous est importante, y compris en période estivale, d'amener les gens sur la plage, de traiter les escaliers, de traiter tous ces bars éphémères qui sont là pendant toute la période estivale, d'accompagner, parce qu'il y a tout un grand système de commerce sous cette grande jetée, et de maintenir ce grand paysage et cette grande perspective visible depuis la plage comme visible depuis la promenade elle-même, avec un mobilier qu'on a dessiné spécifiquement et qui aujourd'hui est porteur de tout un tas d'accessoires importants. Alors j'en finirai avec une question qui pour moi est aussi importante, même si elle n'est pas aujourd'hui une question fondamentale en France, mais en l'occurrence là, je vais vous montrer 2 projets en Chine très rapidement, parce que cette question du tourisme nocturne en Chine est une question extrêmement importante. Moi j'étais surpris que le démarrage de la commande, en tout cas pour la mise en lumière de paysages, puisse être le tourisme nocturne. Et j'ai découvert avec les Chinois qu'il y avait une vraie stratégie à la fois évidemment politique mais aussi économique, et que cette question du développement touristique nocturne était une question essentielle pour le retour sur investissement que cela apportait. Alors on a fait une première réalisation sur un canal qui est à Hangzhou, qui fait 10 km de long, donc je vais passer assez rapidement, mais on a réalisé ces 10 km en 11 mois à la vitesse supersonique chinoise. On a installé 70 000 points lumineux en 11 mois, donc ça vous donne un peu une idée. Maintenant, vous commencez à comprendre le nombre de points lumineux, donc c'est déjà une chose qui est intéressante. Et on a effectivement créé ce paysage pour les riverains, bien sûr, mais surtout pour le tourisme. Et donc, comme ils ne font pas les choses à moitié, ils ont créé une flotte de bateaux. En 2 mois, ils ont construit 50 bateaux, l'équivalent des bateaux-mouches, et ils fonctionnent aujourd'hui, ils circulent sur le canal. Le tourisme a été multiplié par 3 depuis qu'on a livré cette réalisation, donc c'est un grand succès. Et donc je voulais vous parler de ce dernier projet, j'en terminerai là-dessus, qui est de la même manière un projet de développement touristique,
Là, après une catastrophe qui est le tremblement de terre de 2008, la ville de Zhejiang, donc c'est dans le Sichuan, vous avez sûrement entendu parler à l'époque, en 2008, cette ville a été détruite à quasiment 90% par ce terrible tremblement de terre. C'était un site extrêmement important sur le plan hydrographique. C'est un système d'irrigation qui a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été réalisé à main d'homme, c'est-à-dire qu'en 256 avant Jésus-Christ, des grands je dirais, ingénieurs, architectes ont imaginé qu'on pouvait détourner une rivière pour irriguer une région grande comme la France. Et donc, ils ont fait travailler les habitants de la région pour détourner cette rivière qui venait de l'Himalaya. Ils ont coupé la montagne que vous apercevez ici. Là. Voilà, la montagne faisait 70 mètres de haut. Ils ont coupé, comme on peut découper une tranche de gâteau. Et ils ont détourné cette rivière avec des systèmes de digues qui étaient modifiés à main d'homme en période hivernale, en période estivale, pour détourner tout ou partie du flux de la rivière selon le niveau de l'eau. Et donc ça a créé ce qu'on appelle des rivières intérieures, qui sont avec un courant assez colossal et qui sont extrêmement intéressantes sur le plan à la fois de la pénétration dans la ville, mais aussi bien sûr de l'irrigation de la ville. Merci. Ariel. Donc on nous a demandé, puisque la ville était en reconstruction et qu'il fallait tout reprendre de zéro, si on pouvait réinventer ce paysage nocturne. Voilà quel était l'éclairage existant avant qu'on arrive, avant le tremblement de terre bien sûr. Donc des projecteurs de très forte puissance, des systèmes de guirlandes lumineuses de LED, et finalement une rivière qui n'était pas tellement visible. Donc, on a proposé effectivement de travailler sur un système de mise en scène de double couleur, de jade et or. On a surtout proposé de ne pas éclairer l'eau, de ne travailler que sur les berges et de se servir du courant et de l'écume pour créer un paysage. Et donc, on a eu un accord des autorités. On les a convaincus que ce paysage pouvait révéler totalement autrement ce site magnifique. On a réalisé sur 5 km de longueur. Donc voilà les images. Et effectivement, aujourd'hui, le tourisme reprend. Quand je parle du tourisme nocturne, j'ai oublié de préciser, c'est ce que les Chinois appellent le tourisme intérieur. Le tourisme des étrangers ne les intéresse pas tellement en termes de quantité. Ce qui les intéresse, c'est effectivement aujourd'hui l'immense partie de la population chinoise qui est à la retraite, qui peut se promener. Quand on développe le tourisme intérieur en Chine, c'est tout de suite potentiellement des centaines de millions de personnes qui peuvent venir visiter, apprécier ces décors. Et évidemment, il y a tout un système d'accueil, de bars, de restaurants. Il y a le long des berges ce qu'ils appellent les bars de la bière et les rues de la bière, donc on vient consommer tout un tas de poissons et de bière. Et donc le paysage est offert. Voilà, vous avez ici tous les lieux où les gens se réunissent le soir jusqu'à pas d'heure. Alors en Chine, on peut aller dîner jusqu'à 2-3 heures du matin, il n'y a pas de souci. Et on a donc essayé de mettre en relation ce paysage à la fois avec l'environnement, puisqu'on est dans le berceau du taoïsme. Et une des choses importantes du taoïsme, c'est ce rapport entre la nature et l'être humain. On a essayé de mettre en relation l'un et l'autre. Et on a essayé effectivement avec ces deux couleurs de venir apporter au paysage une lecture et je dirais presque un mystère, tout en permettant l'appropriation nocturne de la totalité des espaces. Voilà. Donc on a traité l'ensemble du paysage, on a traité les berges, on a traité les ponts couverts qui sont absolument magnifiques. On a essayé de faire que les gens s'approprient ces paysages. Et je dois dire que travailler en Chine est vraiment passionnant parce qu'on crée des projets de dimension absolument colossale, mais surtout on arrive à les faire exister en un temps relativement court, ce qui fait qu'on arrive à maîtriser ce qu'on veut faire. Voilà, je vous remercie.